0. Ignition. Liftoff. Bonjour à tous, bienvenue à la Cité du Vin, bienvenue également à ceux qui nous regardent en streaming live. Bienvenue à cet événement qui s'inscrit dans la Fête de la Science en partenariat avec Bordeaux Métropole, puisque Bordeaux Métropole est président de la communauté des villes Ariane en 2021. Cette conférence va durer une petite heure, ensuite on aura une demi-heure de partage de questions. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions dans l'interface, dans la partie QR, questions-réponses. Donc, je suis Raphaël Dupin, je suis directeur de Cap Science et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être l'animateur des échanges qu'on va avoir. Alors aujourd'hui, on va voyager, on peut compter sur nos trois invités. Les deux fondateurs de Space Cargo Unlimited, donc Emmanuel Etchepare. Emmanuel, bonjour. Nicolas Gaume. Nicolas, bonjour. Et aussi le professeur Philippe Darrier, directeur de l'unité d'œnologie de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Philippe, professeur, bonjour. Alors, quand la Cité du Vin m'a proposé d'animer cette rencontre avec l'équipe qui avait envoyé du Château Pétrus 2000 dans l'espace, je dois vous avouer, j'ai eu un temps d'hésitation. Un petit temps d'hésitation, parce que j'avais été un peu choqué quand Elon Musk, qui doit avoir des problèmes de stationnement chez lui, avait décidé de garer sa Tesla dans l'espace. J'avais trouvé ça complètement idiot. À la fois parce que la voiture n'était pas très à l'aise, et aussi parce que l'espace, c'est pas un lieu d'exposition, c'est pas un parking et c'est pas une poubelle. Donc j'étais un peu hésitant, puis je me suis renseigné, j'ai regardé le projet de Space Cargo, le travail effectué par l'ISVV, et puis je me suis rendu compte que ce que vous avez accompli, déjà c'est un bel exploit, ne serait-ce que de le faire, et vous allez nous en parler, et que les buts que vous poursuivez sont tout à fait différents. Et beaucoup plus enthousiasmant. D'abord parce que vous avez ramené les bouteilles, donc vous n'avez pas laissé là-haut, c'est une bonne idée. Ensuite parce que, vous me l'avez confirmé tout à l'heure dans les loges, aucun des personnels de l'ISS n'a bu de bouteilles que vous aviez envoyées là-haut. Et surtout parce que ce qui vous anime, c'est d'abord un projet scientifique et un projet de recherche. Quelque chose pour nous, et c'est ce qu'on va regarder dans le voyage auquel vous nous invitez. Et tout d'abord, pour vous lancer, j'ai envie de vous demander comment on se retrouve à se dire, en se rasant le matin ou pas d'ailleurs, tiens, c'est le bon moment pour tester l'influence de l'espace sur des sarments et du vin. Nicolas. Alors c'est tout un cheminement et par construction quelque chose qui se bâtit aussi au fur et à mesure de rencontres, d'opportunités. Je vais parler un petit peu dans la présentation que j'ai préparée un peu du chemin qui nous a amenés, mais Emmanuel et moi, on est depuis toujours passionnés de science, donc on s'intéresse à tout ce qui se passe dans tous les domaines. Donc on a, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en regardant ce que fait Thomas Pesquet depuis longtemps, un intérêt pour la recherche, et la recherche particulièrement de cet environnement dont je vais parler, qui est très particulier, qui est celui de la Station orbitale internationale.
Et puis l'idée est venue parce qu'on est entrepreneurs, amis. On a créé d'autres projets ensemble et nous étions au pied du pic du Midi à regarder les étoiles. Et on est parti dans une longue conversation sur ce que l'espace pouvait apporter à la Terre. Voilà, c'était le début de la réflexion. Et puis ensuite, des rencontres avec Denis Dubourdieu, qui est le fondateur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, des conversations passionnées qu'Emmanuel a eues avec lui, la rencontre ensuite avec le professeur Darrier et la chance qu'il nous a donné d'avoir confiance en nous. Et puis d'autres chercheurs en Allemagne, dont je parlais de l'université d'Erlangen, et puis d'autres acteurs essentiels, le directeur général du CNES, Lionel Suchet, et beaucoup d'autres. Donc c'est vraiment un processus de rencontre, d'opportunité. Mais tout ça, ça vient beaucoup, et je vais en parler, de ce que l'espace vit aujourd'hui, parce qu'il y a un moment très particulier dans le monde spatial aujourd'hui. Dites-moi, donc, c'est quoi? Alors, je voulais que je vous montre un peu, parce que j'ai quelques images. Bon, on est dans un monde un peu particulier aujourd'hui, puisque depuis maintenant une douzaine d'années, des entrepreneurs américains qui ont fait fortune dans le numérique se sont pris de passion pour la chose spatiale. Donc Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, tout ça dans un environnement où la NASA cherchait des partenariats pour continuer ses travaux, n'ayant pas d'accès à l'argent public. Ils se sont associés avec ces entrepreneurs. Alors, clairement, il y a tout ce que l'Amérique porte, c'est-à-dire des gens qui sont avec un peu une flamme très, très américaine, mais néanmoins, ils ont réussi à développer des technologies de réutilisation de fusées qui baissent considérablement les coûts de lancement dans l'espace, développer des ambitions d'amener la vie et l'humain dans l'espace, alors pour des objectifs qui sont les leurs, qui sont notamment avec ce véhicule qu'Elon Musk développe qui s'appelle Starship, faire le voyage jusqu'à la Lune. Et une des obsessions d'Elon Musk, c'est de ce que l'être humain soit une civilisation multiplanétaire. Et Elon Musk souhaite, et il le fera dans la décennie qui vient, poser l'homme sur Mars et installer des colonies sur Mars. Voilà. Donc la planète Mars, c'est là où il veut aller. Et Jeff Bezos a une autre ambition, c'est quasiment d'amener toute l'humanité dans l'espace, dans des grandes cités qui seraient en orbite, et de libérer la planète Terre pour vivre dans l'espace. Ça, ce sont leurs ambitions, leur motivation, et ce faisant, ils investissent des sommes assez titanesques et créent des solutions pour aller plus facilement et de manière moins coûteuse dans l'espace. Et ça, du coup, c'est votre trip à vous d'aller dans l'espace, ou vous avez une approche différente? On a une approche résolument différente. On pense même clairement qu'il n'y a qu'une seule planète et que c'est essentiel d'en prendre soin. Alors tout ce qu'on fait, je le dis tout de suite à tous ceux qui nous regardent et ceux qui sont dans la pièce, ça ne remplace en rien, mais vraiment rien, les changements de vie qu'on doit tous avoir, les changements de vie, les prises de conscience et les actions qu'on doit prendre pour changer le cours de ce que l'humanité fait à notre environnement et à notre planète. Néanmoins, on pense aussi que l'espace a des solutions pour le futur de l'humanité sur Terre. Voilà, nous, notre sujet, c'est ça, c'est la Terre. Donc on a cet intérêt qui est nourri de la recherche fondamentale qui est faite depuis plus de 20 ans sur la Station orbitale internationale. Donc cette construction qui a été l'initiative du rapprochement des Américains et de l'Union soviétique à la fin de la chute du communisme soviétique a donné lieu à une collaboration internationale assez remarquable. J'avoue que on peut dire que dans ce que l'humanité fait à travers les barrières, les différences culturelles, c'est assez exceptionnel. Donc Russes, Japonais, Européens, Canadiens, Américains et beaucoup d'autres ont créé cet espace de vie qui a 450 km, alors 400 à 450 km d'altitude au-dessus de nos têtes. Juste pour vous resituer, on va dire l'Everest, un peu moins de 9 km, 10, 11, 12 km là où les avions volent, 100 km la ligne de Kármán, on rentre dans l'espace, et là on est dans l'orbite basse, donc 450 km. On est sous l'extrémité du champ électromagnétique terrestre, donc qui est à 600-650 km à peu près. Donc quand on le passe, cette ceinture de Van Allen, on rentre dans un espace qui est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de radiation. Là, on est protégé à un certain niveau par le champ électromagnétique terrestre. Et on a donc cet espace de vie dans lequel énormément de recherche est faite. Alors, il y a une recherche qui est faite pour savoir comment on vit dans l'espace, dans l'idée d'aller sur la Lune et sur Mars, mais aussi de la recherche sur la vie elle-même, avec des expériences de toute nature qui s'intéressent vraiment des nouveaux matériaux aux sciences de la vie, en passant par l'agriculture. Et cette recherche, elle fait avancer la connaissance de l'environnement spatial, mais aussi de l'environnement terrestre.
Je voulais juste citer par exemple une expérimentation qui a été faite il y a 3-4 ans, je crois 4 ans, je ne sais plus, qui s'appelle Twins in Space. Là, vous voyez Scott Kelly, qui est un astronaute américain d'une 50aine d'années. Et Scott a passé 1 an sur la station orbitale internationale. Alors il y a une particularité, c'est qu'il a un frère jumeau qui lui est resté sur Terre. Et au bout d'1 an, quand Scott est revenu sur Terre, 40% de son expression génétique avait changé. Ça veut dire qu'il n'était plus le jumeau de son frère après 1 an dans l'espace. Revenu sur Terre... En plus, ils n'étaient plus de la même date, puisqu'il a vieilli à une vitesse différente, du coup. C'est vrai. C'est le scientifique qui va au bout des choses. Donc, je prends cet exemple-là simplement pour illustrer que c'est un univers très particulier, l'environnement spatial, et celui spécifiquement de la station orbitale internationale. Pour être très précis, en fait, dans cette station, on a recréé tous les paramètres de la vie. Température, pression, humidité, luminosité, niveau d'oxygène, pour y vivre. Il y a une seule chose qu'on ne recrée pas, c'est la pesanteur. Et vous voyez Thomas Pesquet et tous les autres astronautes flotter dans l'habitacle. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, parce que plus il y a des véhicules spatiaux portés par cette conquête spatiale, plus on a l'opportunité d'accéder à moins cher, même si ça coûte encore très cher, je vais y revenir, mais plus facilement à l'espace. Et on peut regarder ce paramètre qui est passionnant et qui nous passionne, et qui, Emmanuel et moi, nous a amené dans des discussions très enflammées. La pesanteur, c'est le... Oui, alors... Pardon. Non, mais là, c'est marqué l'impesanteur. Oui, certes. Alors... L'impesanteur, c'est la quasi-absence de pesanteur. Et c'est ça, c'est l'impesanteur qui nous intéresse, bien évidemment. L'impesanteur, ça nous intéresse parce que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie, le seul, qui n'a jamais bougé depuis les 4,5 milliards d'années environ que la vie existe sur Terre. Tous les autres, la température, la pression, l'humidité, la luminosité ont bougé de manière significative. Il y a eu des périodes d'air glaciaire, il y a eu des périodes d'air tropicales, il y a eu des périodes d'obscurité totale, hein, on pense que c'est ce qui a tué les dinosaures et tout ce qu'il y avait autour, des évolutions dans l'humidité, etc. En fait, la gravité, c'est la seule constante que les évolutions à travers les années et les centaines d'années et les millions d'années qui ont subi ces variations des paramètres de la vie est resté constant. Et c'est devenu la colonne vertébrale de la vie. La colonne vertébrale de la vie qui nous touche tous. Hein. Vous prenez un corps humain, tout ce qui construit la physique du corps humain, un cœur, c'est une pompe avec des valves optimales pour une position debout, avec la gravité en dessous. Et quand vous êtes au niveau cellulaire, pareil, il y a un impact assez fort. Donc quand vous mettez des choses vivantes dans cet environnement d'impesanteur, à peu près la trajectoire logique, c'est la mort. Vous mettez des plantes de petits pois sur la station orbitale, elle va se noyer dans sa propre eau, elle va mourir, la plante. Pareil pour l'être humain. C'est pour ça qu'on a des mécanismes de défense. Donc il faut faire de l'exercice physique de manière très régulière pour éviter que ces muscles s'atrophient, gérer une certaine forme d'alimentation. Et on ne peut pas rester de manière trop durable dans cet environnement-là. Donc, des plantes, ils en avaient déjà mis plusieurs fois dans la station. Ils ont fait des tas de tests. Alors il y a des tas d'expériences qui sont faites, comme je le disais. Effectivement, pour la station orbitale internationale, l'idée c'est de voir aussi comment on va pouvoir vivre de manière permanente dans l'espace, comment on va aller sur la Lune, comment on va aller sur Mars. Donc effectivement, on fait des expérimentations pour voir comment on peut faire pousser de la nourriture dans des vaisseaux spatials. Donc il y a des essais qui ont été faits sur la laitue, avec des techniques qu'on retrouve dans les fermes hydroponiques. Donc c'est des techniques très particulières. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez à l'écran. Excusez-moi, c'est une diapositive un petit peu chargée, mais voilà, c'est ce qui vous explique ce qui se passe sur une cellule quand elle est dans l'espace. Est-ce que Manuel, tu peux dire 2 mots là-dessus, peut-être un peu? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui, 2 choses. La première, c'est que la différenciation de ce que disait Nicolas dans l'illustration, la plupart des expérimentations qui ont eu lieu sur l'ISS ont été essentiellement liées à l'exploration du spatial et beaucoup moins par rapport à ce que les connaissances qu'on pourrait en acquérir par rapport à la Terre. Puisqu'aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, la NASA, et comme le disait Nicolas, que ce soit SpaceX, que ce soit d'autres entreprises qui veulent aller sur la Lune, qui veulent aller sur Mars, sont réellement dans une recherche vraiment effrénée de savoir comment l'être humain peut survivre dans l'espace. Et réellement, ce qui a soudé, au-delà des 30 ans d'amitié que j'ai avec Nicolas, notre adhésion à ce projet qui est Space Biology Unlimited sur Bordeaux,
c'était de dire comment on peut bénéficier de cet environnement tellement extraordinaire qui est la microgravité, qui est le spatial, pour ramener sur Terre des choses qui soient utiles pour la Terre. Je voulais me permettre de rappeler cela. Bien sûr, j'en parlais un peu après. Ah, pardon, excuse-moi d'avoir spoilé la suite. Pas du tout. Voilà. Non, on fait ça tranquille, hein, c'est entre amis. Voilà. La deuxième chose, si on en revient un petit peu au vin, parce que... Peut-être ça, je vais en parler aussi, Manu. Tu veux pas parler de ce qui se passe précisément sur les cellules? Sur les cellules, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est en absence de gravité, on se retrouve effectivement avec des cellules qui particulièrement, et j'ai un spécialiste à mon côté, donc je ne suis pas professeur. Donc si je dis des bêtises, n'hésite pas à me taper dessus, Philippe. Mais on se retrouve avec des évolutions qui sont notamment liées aux parois, aux phénomènes osmotiques et sur la relation qu'il y a entre les cellules en microgravité. Donc elles sont forcées de réagir différemment. Donc, c'est peut-être pas très excitant quand on entend ça, sauf qu'à un moment donné, la vie, elle existe aussi bien au niveau de la cellule que sur des corps aussi complexes que nous sommes, comme elle existe aussi au niveau du vin. Puisqu'on retrouve effectivement des milliers d'éléments qui constituent un vin et qui font qu'un vin est un vin à la fin, au-delà des process que l'on connaît aujourd'hui et qui ont été soit de manière empirique au cours des 2 derniers ou 3 derniers siècles, qui ont été un peu mieux appréhendés, l'œnologie moderne qui a été ramenée particulièrement par l'ISVV en tant que centre de recherche et justement pour mieux comprendre ces éléments-là. Donc quand on se retrouve en microgravité, les éléments unitaires, que ce soit des cellules, que ce puisse être des bactéries, que ça puisse être tous les éléments vivants, ne réagissent plus du tout de la même manière. Et la difficulté que l'on a, et c'est là où je pense que je me jette des fleurs avec Nicolas, je pense que ce n'est pas le mot courage, c'est qu'on a voulu aller jusqu'au bout et qu'on a réussi à le faire parce qu'il n'y a pas de modélisation sur Terre de ce qui peut se passer en microgravité. Et généralement, la recherche se base sur la modélisation, je dis bien généralement. C'est-à-dire que lorsque l'on lance une recherche, on cherche à la modéliser et à savoir en quoi elle peut être utile ou pas. Et quelquefois, la modélisation ne démontre pas que ça peut être utile, et du coup, il n'y a pas de recherche. Et comme disait feu Denis Dubourdieu, le professeur que j'ai rencontré il y a maintenant 6 ans, avec qui on a partagé des moments extraordinaires, il m'a dit un jour, parce qu'il me voyait un peu dépité face à sa prudence, que tu as connue, Philippe. Et sa prudence, c'était de dire, il m'a dit, Emmanuel, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Et si on cherche et qu'on ne trouve pas, eh bien, ce n'est pas un échec. Parce que ce qu'on ne trouve pas, on va comprendre pourquoi on ne trouve pas. Et quelque part, je veux vraiment rendre hommage au professeur Denis Dubourdieu, parce qu'il a vraiment enrichi avec Nicolas notre volonté d'aller plus loin, sachant qu'une modélisation terrestre de ce qui peut se passer dans l'espace, ça n'existait pas, et on en parlera un peu plus loin. Je pense très sincèrement que le projet WISE, qui s'appelle Wine in Space Experiment, qui concerne aujourd'hui 3 expérimentations déjà faites dans l'espace, avec 2 autres expérimentations à minima qui vont venir d'ici 2023, vont vraiment nous permettre de découvrir des choses, tant sur de la recherche fondamentale, mais surtout par rapport au vin qui nous concerne ici. Mon ADN, c'est Bordeaux. Notre ADN, c'est Bordeaux. Excuse-moi d'être exclusif, je sais que tu, comme moi, mais on va trouver des choses. Maintenant, il faut être prudent. Pardon, Raphaël. Non, mais c'est intéressant parce que ce que tu expliques, c'est que bon, on comprend bien que l'espace, la microgravité, peut générer des mouvements dans la cellule, recoder des choses, l'obliger à réagir, on ne sait pas comment. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, vous partez sans aucune background, enfin... Et ça s'appelle... Partez au hasard. Alors, oui et non. Non dans l'illustration qu'a donnée Nicolas précédemment. Il a parlé des frères Scott, et ça fait maintenant plus de 10 ans que des choses se passent sur l'ISS en termes d'expérimentation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le fruit du hasard. Il y a des choses qui se passent en microgravité par rapport aux éléments vivants qui se structurent là-dessus. Nicolas faisait référence tout à l'heure à des salades, il y a eu des petits pois, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur l'ISS. La différence qu'il y a, et là je reviens, pardonne-moi, à Denis Dubourdieu, je sais que tu étais très très proche, le problème qu'il y a, c'est faire une expérimentation. C'est intéressant, faut-il savoir ce qu'on cherche et quel est l'objectif final. Et très sincèrement, encore une fois, et ce n'est pas un reproche, les expérimentations majoritairement, je ne veux pas être excessif, ont été menées pour la vie dans l'espace. Elles n'ont pas été menées dans une vision de pouvoir implémenter une meilleure connaissance de ce qui pourrait se passer sur Terre.
Donc ça a été essentiellement concentré sur l'être humain, Nicolas en faisait référence tout à l'heure, sur les yeux, l'aspect cardiovasculaire, comment le cœur en microgravité a une problématique pour remonter du sang, etc. Mais c'était réellement pour savoir, et d'ailleurs ce n'est pas un reproche, parce que finalement, n'oublions pas que Thomas Pesquet est un être humain, et comme d'autres êtres humains russes, américains, comment ces gens-là arrivent à survivre sur la Station orbitale internationale. La démarche que l'on a eue avec Nicolas, c'est vraiment de se dire, profitons de cet événement extraordinaire dont on a la preuve depuis 10 ou 15 ans qu'il y a des phénomènes différents qui font évoluer la science de la vie, pour les ramener sur Terre et en tirer un bénéfice. Et ça, on ne peut pas nous contredire sur le fait qu'on ne pouvait pas se tromper là-dessus. Maintenant, la vraie difficulté, c'est l'aspect science, le process de la science. C'est là où l'ISVV est avec nous, avec Erlangen, l'université en Allemagne, pour dire qu'il ne suffit pas de regarder, il faut maintenant, au-delà de comprendre, prouver, avec des protocoles scientifiques. Et Dieu sait que Philippe me déteste souvent parce que je veux aller plus vite que la musique et que je lui dis « Ah, on a vu ça, donc c'est vrai ». Et il me dit « Non, tant qu'on ne fait pas ça, c'est pas vrai ». Donc, on a souvent des discussions un peu intenses avec Philippe et son équipe, mais je ne veux pas spoiler, je suis plutôt très optimiste sur... On va revenir sur Ne spoilons pas. Ouais, ok. Ne spoilons pas. Mais ce que dit Emmanuel est important, c'est qu'on a une recherche appliquée dans la station qui est faite pour comment va-t-on vivre dans l'espace. La recherche, néanmoins, qui touche la vie en général, elle est plus fondamentale. Donc, on est les premiers à être effectivement allé taper à la porte des agences spatiales, des opérateurs spatiaux, en disant on a cette ambition de trouver une recherche appliquée utile à la Terre. Et je vous ai laissé cette diapositive un peu bavarde, mais qui explique ce qui se passe pour une cellule dans l'environnement spatial. Il faut bien avoir en tête que l'évolution est une donnée permanente. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir l'évolution, on dit bon, il y a eu les dinosaures, il y a eu telle chose qui s'est passée. En fait, tous les jours, notre corps évolue et tous les jours, notre espèce évolue. Toutes les secondes, notre espèce évolue. Donc quand on met quoi que ce soit de vivant dans un environnement aussi différent que celui de la Terre, c'est-à-dire celui de la station orbitale, il se passe des choses. Et pour faire court, on veut capter ces évolutions pour naturellement essayer de trouver des défenses à un phénomène qui nous intéresse, qui est celui notamment du changement climatique. Alors il y a quelque chose qu'a dit Emmanuel qui est très important, c'est que la recherche qui est faite sur la station orbitale, elle est faite de manière très pragmatique, mais très en silo. Parce qu'au fond, après, maintenant, depuis le 19e siècle, c'est-à-dire l'essor de la science moderne, là, c'est une image de Louis Pasteur, on est parti de mettre des bases très, très importantes. Puis aujourd'hui, quand on fait une recherche, Louis Pasteur a découvert l'existence des bactéries. Aujourd'hui, quand on fait une recherche sur les bactéries, c'est des recherches avec des gens qui se sont spécialisés sur le sujet et qui vont très en profondeur. Ce qui est fascinant, c'est que quand on revient... Quand on va dans l'espace, puis on change de paradigme. C'est-à-dire que tous ceux qui a, depuis maintenant le 19e siècle, forgé la science moderne, se retrouvent bouleversés par un environnement qui n'est plus le même. Donc, une des choses qu'en tant qu'entrepreneur, parce que c'est la question sous-jacente, celle que tu as posée, qu'est-ce qui fait qu'on arrive là-dedans ? On voulait arriver à avancer avec cette idée qu'on pouvait amener une énergie un peu différente, celle qu'Emmanuel et moi nous portons, une envie de trouver, en aidant toujours cet équilibre délicat qui est laisser les chercheurs chercher et en même temps espérer trouver des choses pragmatiques et revenir à une façon de travailler qui était peut-être plus ouverte à la découverte du 19e que dans les silos très pointus que nous avons aujourd'hui dans la science sur Terre, et c'est bien normal. Donc on a amené cette énergie, on a amené aussi des modèles économiques un peu nouveaux, parce que la recherche coûte de l'argent, et par construction, aller dans la recherche aussi, dans des environnements aussi différents que le spatial, c'est pas facile à financer. Et on a essayé d'être créatif, comme on l'est quand on est entrepreneur. Donc voilà, quelques idées nouvelles ont amené la mission WISE. Alors je vais expliquer un peu ce qu'on fait plus concrètement, mais tu as une question. Tu veux expliquer les modèles de financement un peu originaux ? Bien sûr, tout le monde les a vus et ça a un peu capté l'attention. Oui, parce qu'on est bon, d'abord l'actualité contemporaine est ainsi faite qu'elle capte l'anecdote, pas toujours le fond.
On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et puis en France, on a un rapport à l'argent qui est compliqué. Donc à la fois, on se plaint qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche. Et quand on essaie de trouver des solutions pour trouver de l'argent pour la recherche, on se plaint aussi. Bon, du général, on se plaint tout le temps. Donc au fond, c'est pareil. Mais toujours est-il qu'on a créé cette structure qui s'appelle Space Biology Limited, qui est la première société qui a, dans la terminologie startup, qui s'appelle Agritech, une biotech spatiale, avec l'idée de développer un programme pour utiliser l'espace pour la Terre. Donc on a lancé cette mission WISE simplement parce qu'on sait que le dérèglement climatique touche la vigne plus que tout, parce que la vigne est une plante très sensible, qu'il y a des tas de choses pratiques qui se font, et Bordelais, Girondins que nous sommes, ça nous touchait très particulièrement. Mais des choses pratiques, dans les années 70, un vin de Bordeaux, c'était 11-12 degrés d'alcool. Aujourd'hui, un vin de Bordeaux, c'est 14 degrés d'alcool. Est-ce que dans 20 ans, ça sera encore du vin? Est-ce qu'on fera du vin à Bordeaux? Bon, c'est des vraies questions. Mais non, ce sont des vraies questions. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, d'abord, ça a été de se dire, on va envoyer des plantes dans l'espace à un moment de leur développement. Elles vont vivre un stress qui est titanesque, l'absence de gravité, et peut-être qu'elles vont gagner, par une évolution naturelle, une certaine capacité à être plus adaptées, plus résilientes face à des stress moindres qui sont ceux du changement climatique. En gros, si je survis au stress le plus absolu que la vie puisse connaître, l'absence de gravité, peut-être que l'évolution amènera ces plantes à être plus résistantes sur un stress moindre, celui d'une sécheresse ou de température intense. Et est-ce que là, il n'y a pas une idée à creuser? Donc c'est ça qui nous a ancré, cette passion pour ce sujet qui nous a ancré. Et effectivement... Parce que, pour que tout le monde comprenne bien, vous n'avez pas envoyé que des bouteilles. On a surtout envoyé des plantes, en fait. Les bouteilles, c'est un prétexte. On a surtout envoyé... C'est pas un prétexte, parce que je vais revenir, le vin est vraiment un liquide fascinant, et Philippe le sait bien mieux que nous. Mais le vin, c'est pas pour rien que Louis Pasteur a découvert des choses aussi fondamentales en étudiant le vin pendant 7-8 ans, je crois. Ça a été un projet de longue haleine. Pasteur, c'est le père de l'œnologie moderne. Il y a déjà eu un ouvrage produit à la demande de Napoléon III en 1866... Donc, démontrant que la levure était responsable de la fermentation, ce qui n'était pas démontré préalablement, démontrant le rôle de l'oxygène dans l'évolution des vins. Et à l'époque, depuis on a un peu une autre clé de lecture, un rôle préjudiciable des bactéries. Donc c'est une personne qui était chimiste qui répond à une commande de son dirigeant, l'empereur Napoléon III, qui avait sans doute été informé du fait que la qualité de les vins à l'époque n'était pas franchement en regard des attentes des consommateurs, anglo-saxons en particulier. Et puis, il arrive à démontrer ces points-là. Et il crée une science moderne. C'est ça aussi le point majeur avec Pasteur, dans cette idée qu'on a une connaissance. Cette connaissance permet de mieux interpréter les phénomènes et après de développer des solutions pour les praticiens. Donc le vin, et il y a une très belle exposition qu'on a eu le plaisir de visiter, est ancien. Il a porté beaucoup de nos civilisations indo-européennes. Il a une consonance religieuse dans beaucoup de religions en fait à travers l'histoire, mais c'est aussi le terreau comme vient de le dire Philippe, de la science moderne. Donc on trouvait intéressant aussi d'envoyer du vin. En fait, l'idée de la mission WISE, la vigne au vin. Donc on a dans l'idée de partir sur l'ensemble du spectre, de la plante jusqu'au produit fini, en passant par la fermentation, qui est une chose qui nous passionne tout particulièrement, parce que c'est à la base d'énormément de choses pour notre alimentation, énormément de choses pour la pharmacologie. Mais là, effectivement, on a envoyé, je vais rentrer là-dedans, en partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, vous voyez, c'est un très beau bâtiment, c'est chez Philippe, l'université d'Erlangen. Alors, pour revenir à ce que disait Emmanuel brièvement, on a eu la chance de rencontrer le professeur Michael Lebert, qui est notre directeur scientifique. Michael est donc professeur de biologie cellulaire à l'université d'Erlangen, en Allemagne, et c'est sans doute un de ceux qui, depuis plus de 30 ans, a fait le plus de recherches sur l'agriculture dans l'espace. Donc, il a travaillé énormément de sujets qui nous amènent une connaissance. Donc, on ne part pas de rien, comme le disait Emmanuel. On part d'un certain savoir-faire. C'est la dernière mission qu'il a faite avant de nous rejoindre. Il avait envoyé des plants de tomates dans un nanosatellite et il les a vus pousser avec des tonnes de données. Ça a été des choses, notamment, qui nous étaient très utiles pour amener notre réflexion plus loin. Donc, oui, nous sommes entrepreneurs, nous sommes béotiens en sciences, si ce n'est qu'on est amoureux de la science. Et on a eu la chance surtout de réunir une équipe de talents
avec Philippe et ses équipes de l'ISVV, avec Michael et les équipes d'Erlangen, avec les équipes du CADMOS, qui est notre autre partenaire, donc le laboratoire de recherche du Centre national d'études spatiales, donc le CNES, l'Agence spatiale française. Le CADMOS, c'est ceux qui travaillent avec Thomas Pesquet sur toutes les recherches dont il a la charge aujourd'hui. Et puis on a étendu la chaîne, puisqu'on a réussi à engager des collaborations très, très étendues avec l'Agence spatiale européenne par le CNES, mais avec la NASA aussi, parallèlement, avec des acteurs industriels comme Thales Alenia Space, et particulièrement Thales Alenia Space Italie, une entreprise américaine qui s'appelle Nanorax, et puis des lanceurs, SpaceX et Blue Origin. Donc on a réuni tout un tas de partenaires qui effectivement n'avaient pas vocation à se retrouver, à travailler ensemble, avec cette idée qu'on pouvait, par l'espace, trouver des solutions pour la Terre. Et comment on est reçu par les scientifiques quand on arrive en tant qu'entrepreneur comme ça, en disant tiens, j'ai une super bonne idée, et eux sont plutôt habitués à des programmes de recherche institutionnels, à des programmes de recherche publics ou parapublics ou cofinancés. Je veux dire, ça dépend des scientifiques. On a la chance d'avoir tombé sur des scientifiques remarquables. Je confirme. Non, quand on travaille dans le domaine de la vigne et du vin, on a une très forte proximité avec les professionnels de la vigne et du vin, si vous voulez. Hein. Donc, avec aussi pour cette situation tout à fait claire, c'est que le vin étant une boisson alcoolisée, elle est moins facilement aussi financée dans des travaux de recherche par des instances européennes. Et bon, c'est une histoire, pour ce qui nous concerne, qui a débuté en 2015, donc il y a 6 ans. Denis Dubourdieu, malheureusement, qui nous a quittés, voilà, me dit, écoute Philippe, bon, voilà, j'ai été contacté par 2 Bordelais fort sympathiques, là, qui sont très enthousiastes à l'idée de développer un projet pour envoyer du vin, peut-être faire d'autres choses dans l'espace. Bon, voilà, je te confie le sujet, essaye de voir comment tu peux interagir avec eux. Et donc, il y a eu cette rencontre avec Emmanuel Etchepart en 2015, puis avec Nicolas Gomme. Et c'est vrai que, bon, on a été piqué dans notre curiosité. Quand on est un scientifique, on a des travaux qui sont très importants, et c'est l'activité que l'on a dans notre quotidien. Hein. Maîtriser les fermentations, s'assurer que les vins aient une évolution qui soit satisfaisante au goût des consommateurs. C'est aussi préparer, protéger la vigne mieux pour demain, en s'assurant qu'il n'y ait pas d'impact sur le goût des vins. C'est développer les variétés demain. Tout ça, c'est nos thématiques du quotidien. Mais quand il y a un sujet comme celui-là, bon, mais on est prêt à prendre un petit peu de temps, parce que ça nous permet aussi de rencontrer donc des entrepreneurs très, très bordelais, très, très stimulés dans ce projet, puis aussi un autre monde, celui du spatial. Quand on travaille dans la vigne de vin, en général, c'est pas trop notre premier lieu d'interaction. Et donc, bon, ça a été quand même laborieux, difficile. Hein. Pensez-vous d'abord qu'il y avait peiné, on avait des bonnes nouvelles et puis des moins bonnes nouvelles. Bon, et puis je crois pouvoir dire quand même que si ce projet a vraiment émergé, à l'initiative de Nicolas et puis d'Emmanuel, c'est par l'intérêt, la passion de responsables, en particulier le directeur général du CNES pour le vin. Voilà, c'est quelqu'un qui est véritablement un grand amateur du vin, dans sa grande humilité, malgré ses grandes fonctions. Et je crois que quand on échange, enfin moi c'était mon souvenir personnel, une personne comme ce monsieur, Lionel Suchet, qui est le directeur général. Voilà, il faut dire son nom. Eh bien, on se rend compte qu'on peut vraiment partager à une dimension de transversalité des connaissances, et on va y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, donc, Emmanuel, bon, merci, parce que c'est grâce à toi aussi. Non, mais merci beaucoup. Il y a une chose que tu soulignes et qui a été la difficulté, et là, tout à l'heure, je parlais de modélisation, et après, il y a l'aspect temporalité. Et une chose que nous avons découvert avec Nicolas et que j'espère nous maîtrisons beaucoup mieux aujourd'hui, c'est le problème de la temporalité au niveau du spatial. Et il faut vraiment comprendre que je dirais que le spatial est en train d'aujourd'hui de vivre exactement la révolution qu'a vécu Internet dans les années 93-95, c'est-à-dire que le spatial est en train de bouger d'un monde finalement très organisé sur une vision publique, au travers de gouvernements, tel qu'était l'Internet qui s'appelait ARPANET autrefois pour les universités, et qui, à partir des années 93 et 94, a commencé à migrer très difficilement. Ça ne s'est pas fait si vite que ça. À l'époque, il n'y avait aucune idée de ce que pourraient être les GAFA et tous les grands groupes communautaires. Et le spatial est en train d'évoluer. Mais à toute chose, c'est comme en physique, c'est-à-dire que plus on veut aller vite, plus il y a des contraintes. Et particulièrement, ce que soulignait Philippe, c'est qu'en 2015, quand nous avions, avec Nicolas, au-delà de notre énergie et nos convictions et de notre motivation, nous sommes rentrés typiquement dans un milieu, dans un lieu qui n'était absolument pas,
préparés à nous écouter. Et effectivement, il nous a fallu presque 5 ans, ou 6 ans, Nicolas, si je ne me trompe pas. 6, oui. 6. Entre le moment où nous avons... là, on n'était plus sur la feuille blanche. Hein. On était réellement avec tous les éléments. On a défini un substrat scientifique. Oui. Pourquoi l'environnement spatial pouvait apporter une valeur à de la vigne, à du vin. On va revenir dessus, rassurez-vous, on va expliquer. Et effectivement, il a fallu rencontrer et dépasser des choses si délicates que l'alcool. Beaucoup des gardiens du temple sont à la NASA et le rapport qu'ils ont à l'alcool était extrêmement négatif. Et puis il y avait après le fait que nous, on soit entrepreneurs et qu'on aille dans un univers qui est effectivement des boîtes privées académique. Existent dans cet univers-là, et je voulais juste souligner cela, c'est pas pour nous faire des fleurs, mais que des boîtes privées totalement indépendantes, non financées par des fonds publics, puissent à un moment donné oser se dire on va sur la station orbitale internationale pour des recherches qui pour nous représentent un intérêt, et croyez-moi qu'il y a des gens très brillants que l'on a rencontré avec Nicolas, mais qui ne savaient absolument pas ce qu'est le vin et qui s'en moquaient totalement, indépendamment même d'un reproche à l'idée de l'alcool. Ça a été un long combat. Et comme le disait Philippe, et là je voudrais remercier l'ISVV au travers de Lydie Bourdieu, de toi et de ton équipe, c'est qu'entre 2015 et 2020, il fallait qu'ils soient vraiment adorable avec nous pour pas nous dire les mythomanes repartez, parce qu'effectivement pendant 5 ans on en a eu des dates hein, et voilà, mais c'était ce petit clin d'œil que je voulais faire à la temporalité raison, parce qu'il faut être patient. Merci Philippe de ta confiance, merci Manuel de le souligner. Je veux dire, voilà, aujourd'hui envoyer quoi que ce soit dans l'espace c'est très compliqué, c'est très cher et même si c'est plus facile ça reste effectivement avec énormément de complexité. Et du coup, là, parce que je suis aussi maître du temps... Oui, alors je vais rentrer dans ce qu'on a fait. Si tu peux revenir sur avant, la slide d'avant, parce qu'elle montre les différents programmes de recherche et comment vous allez de la vigne au vin et les différentes étapes. Et vous parlez de la temporalité. On voit le temps entre le premier lancement. C'est le premier lancement en 80, ouais, je vais montrer ça. Donc, ça, je vais revenir. Hop, ça, c'est le premier lancement. Donc, on est en octobre 2019. Donc on a envoyé 12 bouteilles de Petrus 2000 sur cette fusée Antares sur un véhicule Cygnus avec la NASA. Donc ça c'est Thales Alenia Space et Nanorax. Donc là on a fait un deuxième lancement décembre de la même année en 2019 avec Blue Origin. Donc pour envoyer des cellules de vigne dans un espace suborbital depuis le Texas, la base de c'est l'arrière du ranch de Jeff Bezos, où il envoie ses fusées. Et puis SpaceX de Cap Canaveral avec l'Agence spatiale européenne et le CNES. Donc là, ce sont les plantes que nous envoyons. Donc je reviens un petit peu en avant, je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc on a envoyé je vais trop en avant. Donc là, vous avez le professeur Stéphanie Cluzet qui travaille à l'ISVV, qui dirige cette expérimentation particulière. On a envoyé 320 sarments de vigne, moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon, donc les cépages du Bordelais, pendant qu'il y en avait 320 autres qui avaient été issus des mêmes plantes, qui étaient stockés dans les mêmes conditions, donc dans des containers que je vais vous montrer un peu plus tard, qui sont restés sur Terre dans les mêmes conditions. Donc on a coupé les petits morceaux de bois, vous les voyez sur la photo en bas à gauche. Ces petits morceaux de bois, on les a envoyés 14 mois dans l'espace, dans des containers à 2-3 degrés Celsius, dans le noir, avec un petit peu d'humidité. Et pendant ce temps, on avait les mêmes qui restaient sur Terre pour les contrôler. Puis quand elles sont revenues, on les a plantées. Donc elles poussent pour moitié dans les serres de l'INRAE à côté de l'ISVV, sous le contrôle de Stéphanie et de l'équipe de l'ISVV. Et pour autre moitié, chez Mercier, qui est notre partenaire, qui est un des plus grands pépiniéristes mondial, qui est en Vendée. Voilà, et qui travaille beaucoup avec le monde du vin. Et on étudie le développement de ces plantes, les plantes spatiales revenues de l'espace et les plantes terrestres. Et une des choses qui nous intéressait, j'ai l'occasion d'expliquer, je prenais un peu de contexte, c'était de faire que ces petits bouts de bois, ces sarments naissants, évoluent différemment, naturellement, mais différemment parce qu'exposés à ce très grand stress qui est l'absence de gravité. Et je dois vous dire tout de suite, pas faire durer le suspense, que quand on les a ramenés, ils avaient effectivement évolué de manière très différente et qu'on a une espèce nouvelle issue de l'espace. Donc on est des... Alors, je dis ça avec mon enthousiasme, je vais sentir Philippe réagir, mais en tout cas, on se joue d'être botaniste. Donc on est des botanistes spatiaux. Voilà, c'est un travail pragmatique d'expérimentation. Est-ce qu'on sait répondre à pourquoi c'est différent ?
Absolument pas. Ah, voilà. On a amené aussi ces 12 bouteilles de vin. Je vais vous laisser raconter après ce qu'on a trouvé. Mais donc ces 12 bouteilles de vin, alors pourquoi du Pétrus ? Parce que déjà, c'est un vin qui est quasi monocépage. Donc il était plus facile à étudier aussi, sans doute. Il y avait un millésime assez ancien, donc assez ancien, du moins assez vieux. Donc le vin n'était pas susceptible d'évolution et on ne voulait pas trop se tromper au début. Puis parce que Pétrus, il est suffisamment connu et reconnu pour aussi faire un bon point de référence. Je laisserai Philippe en parler. En tout cas, on a envoyé ces vins. C'est aussi un moyen de financement, pour revenir à la question que tu as posée il y a quelques minutes, parce que la recherche, comme je disais, ça coûte très cher. Et la recherche spatiale, c'est quasi impossible, si ce n'est complètement impossible à financer. Donc on a eu cette idée avec Emmanuel de ressusciter cette tradition qui s'appelle la cuvée Retour des Indes. Alors je vais prendre 2 minutes pour l'expliquer, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas la cuvée Retour des Indes. Vous voyez le baron d'Estournel, qui était un cause d'Estournel. Et en 1814, le baron d'Estournel a vendu une cargaison de son vin à un maharaja indien, je crois. Le vin est parti des Chartrons pour les Indes. Et quand il arrive en Inde, la transaction ne s'est pas faite. On ne sait pas trop pourquoi, mais le vin est revenu. Au total, il a passé un long moment sur des bateaux, ballottés par les flots, une température africaine, froide, chaude. Et quand il est revenu, le vin était différent. Et le baron d'Estournel a décidé de le commercialiser sous ce vocable, la cuvée Retour des Indes. Et ça a été un succès phénoménal. Sans doute y avait-il du marketing, bien évidemment. C'est un moment, il faut voir, où, je dirais, l'Occident découvre l'Orient. Donc il y a ce côté envie de voyager, de se connecter. Donc quelque part, quand on avait une bouteille de ce vin, on voyageait. Vous voyez, c'était une forme d'appel. Puis il y avait un vin qui était différent, dans un vin qui avait déjà une certaine reconnaissance. Donc il y avait ce côté un peu d'exclusivité. Voilà. Donc ça a très bien marché. Du coup, plein d'autres châteaux ont fait des cuvées Retour des Indes. On avait une étiquette du château Chaspline, mais je crois Lafite, avant que ce soit Lafite Rothschild, Pontet-Canet, Pichon-Longueville, je crois aussi. Donc bref, tout un tas de châteaux ont fait des cuvées Retour des Indes. C'est une tradition qui n'a pas perduré avec l'arrivée des bateaux diesel, le 20e, les guerres mondiales, tout ce que vous voulez. Donc nous, on s'est dit, mais pourquoi pas renouer avec ça, finalement, faire quelque chose qui était ce moment où le vin de Bordeaux partait à l'aventure, partait dans le voyage. Et on trouvait que c'était très respectueux de cette tradition du Bordelais que de marier cette histoire du vin qui vieillit sur des bateaux avec ce qui nous avait bercé, Jules Verne, de la Terre à la Lune. Et on est parti dans cette idée donc, de faire cette cuvée céleste. Alors, ces 12 bouteilles, on les a mis en vente. On a mis en vente la première avec Christie's dans une magnifique malle qu'on a fait avec des ateliers Victor, qui est une petite maison d'art. Et effectivement, cette bouteille suscite beaucoup d'intérêt et amène les financements qui nous permettent de poursuivre ce programme de recherche, d'investir dans les travaux de l'ISVV, de financer nos équipes. Et voilà, donc ça, c'est sans doute assez peu banal de se dire qu'on va faire vieillir du vin dans l'espace. Parce que j'ai un truc que je n'ai pas dit non plus et qu'il fallait peut-être rappeler, c'est que l'alcool est strictement interdit sur la station orbitale, de même que les containers en verre. Donc, je crois que j'aurais peut-être dû commencer par là. Ça rend le truc un peu compliqué. Voilà. Donc, il a vraiment fallu beaucoup d'opiniâtreté pour défendre le programme scientifique et puis pour montrer un peu ce qu'il en était. Il y avait aussi cette difficulté qu'Emmanuel rappelait que bon voilà, on est sur un programme de recherche. Le vin est d'abord un objet d'étude et Philippe va en parler. Mais c'est vrai, c'est aussi un moyen de financement. Et pour reprendre ce que disait Emmanuel sur le début de l'Internet, on a un spatial qui est très académique. Et nous, on amène des idées un peu originales pour trouver des moyens d'y apporter du financement et des sous pour faire travailler nos chercheurs. Donc c'est ce choc de monde et ce choc d'idées qui fait qu'on arrive à trouver des choses. Et vous avez quand même réussi à les envoyer dans leur conditionnement, bouteilles, pour ne pas modifier l'expérience. Oui. Mais on a eu beaucoup de propositions très différentes au milieu de toute négociation, que ce soit dans des bouteilles en plastique, dans des tubes à essai, etc. Et pour nous, il était hors de question, puisque de toute manière, comme le disait Nicolas, la vérité au-delà, effectivement, du mode de financement potentiel et complémentaire sur la recherche que tu as décrit, Nicolas, pour avoir une étude scientifique qui ait une valeur, il faut qu'on puisse comparer des choses qui sont comparables à elles-mêmes. Et on ne compare pas un tube à essai avec des échantillons de vin, avec des bouteilles de vin. Donc, et là, on en revient. Et là, j'adore la rigueur scientifique que tu nous imposes très souvent. Il était hors de question qu'on accepte autre chose. Et pour revenir d'ailleurs dans les anecdotes, et c'est peut-être pas le plus urgent, mais Nicolas, vous parlez, à l'instant de la contrainte liée à l'alcool, mais rassurez-vous, sur les serments de vide, nous avons des contraintes, ce qu'on appelle le safety issue, c'est-à-dire là, je les montre, donc c'est
les containers qu'on a créés avec le CNES, sur lesquels Emmanuel et toute l'équipe a travaillé. Et vous voyez donc les petits bouts de bois, dans ces containers-là, et on en a mis donc... voilà. Alors, je vous fais une anecdote. Pardonne-moi, Nicolas. Je t'en prie, tu la connais. On a 2 anecdotes. Nous avons 2 anecdotes de la NASA au travers de l'Agence spatiale européenne. La première chose, comme l'indique Nicolas, il fallait démontrer que, comme le haricot magique, dans l'espace, les sarments n'allaient pas créer des racines qui allaient tout exploser et détruire la station orbitale internationale. Ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu 6 mois à un moment donné pour leur expliquer que ça pousserait peut-être de 3 mm. Mais eux, ils disaient, bon, on n'en est pas sûr. Et la deuxième anecdote que je trouve encore plus rigolote, pour vous montrer que rien n'est simple, mais là c'est dans le côté humour, il a fallu démontrer qu'un astronaute pris de faim n'aurait pas envie tout d'un coup d'aller manger ces morceaux de bois et pourrait s'intoxiquer avec des sarments de vigne. Et là, je vous avoue que quand je me suis retrouvé avec l'équipe du CATMOS et du CNES, qui m'ont dit comment on fait pour leur prouver qu'ils ne vont pas manger les sarments de vigne. Et j'ai dit, j'ai une notion de la culture américaine. Bon, certes, il y a des Russes. C'est pas que les Américains. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres. Mais je ne sais pas très bien comment dire. Moi, mes enfants ne vont pas manger les sarments de vigne à la maison, même si je les mets dans le frigidaire. Mais ça a été 2 mois d'échanges. Mais encore une fois, c'est pas pour me plaindre. C'est pour vous montrer que ces aventures-là sont extraordinaires. Et d'ailleurs, ça crée quelque part l'enthousiasme que Nicolas et moi partageons maintenant depuis 5 ans et demi. Parce que c'est un monde extraordinaire, le spatial. Je pense qu'il a une réelle valeur par rapport à des choses quotidiennes pour nous, comme le disait Nicolas au départ, et pardonnez-moi de me répéter, mais c'est un monde à découvrir. Alors, Emmanuel raconte 2 anecdotes, mais il y en a des centaines. C'est-à-dire que une fois qu'on avait ramené ces sarments qui étaient revenus par la capsule Dragon que vous avez vue, arriver à l'aéroport Charles de Gaulle, les agents de la douane et la direction générale de l'alimentation disent « Oh là là, ça vient des États-Unis, on va tout détruire ». Alors nous, ça faisait 5 ans qu'on avait... Donc, je ne vous raconte pas, mais ce qu'on a dû faire, le directeur général du CNES, Lionel Suchet, a envoyé un mot à la direction générale de l'alimentation qui a dit « Moi, je suis dans l'alimentation, je ne suis pas dans le spatial, je m'en fous ». Bon, on a eu des gens qui ont été, au final, je ne vais pas du tout critiquer les gens de la direction générale de l'alimentation, bien au contraire, ils ont été très aidants. Mais c'est normal, on leur amène un truc qui, en fait, a transité par les États-Unis, mais en fait, qui venait de l'espace. Donc, en fait, on a dû surtout prouver qu'ils n'avaient pas touché le sol américain, qu'il n'y avait pas eu un livreur américain qui mangeait un nachos dégoulinant de sauce à côté des sarments qui auraient pu contaminer d'une manière ou d'une autre. Donc, on a dû montrer toute l'intégrité du transport, ce qu'on a fait. Mais voilà, on a eu des centaines d'obstacles. Tous les jours, il y en avait. Tous les jours, il y en a eu. Et encore une fois, parce qu'on était hors des sentiers de la recherche publique, qui sont très normés. On était des entrepreneurs qui amenaient une façon de faire différente, tout en étant très soucieux, Emmanuel l'a dit à plusieurs reprises, d'avoir quelque chose de très rigoureux. Donc, on a envoyé 320 sarments de vigne, on les a replantés en début d'année, de cette année. On a ramené ces bouteilles et on va pouvoir vous raconter un peu ce qu'on a découvert. Peut-être je vais faire une pause. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que non, les questions, on les aura après. Par contre, là, je pense que... Gardien du temps, je pense qu'il faut qu'on passe sur qu'est-ce qu'on a découvert. Voilà, allons-y. À la fois sur 2 aspects. Là, je vous montre où étaient les sarments de vigne sur la station orbitale. Comme ça, vous voyez, si vous regardez la station de la Terre, quand elle passe à 29 500 km/h au-dessus de nos têtes. C'était là. Donc, voilà. Et les bouteilles étaient à un autre part. Qu'est-ce qu'on a découvert sur 2 aspects, donc le côté vin et puis le côté sarment aussi. Il y a deux champs de recherche en cours, et vous allez nous dire où on en est, sachant que c'est pas encore forcément vérité, mais en tout cas c'est les travaux en cours. Les choses sont en cours effectivement sur le vin. Alors peut-être dire cette chose-là au préalable, en fait, c'est que bon, quand indépendamment des personnes très sympathiques que sont Emmanuel et Nicolas, quand on a décidé de s'inscrire dans ce projet, c'est véritablement avec l'objectif d'avoir des résultats scientifiques qu'on va publier dans des revues, qu'elles soient portées à la connaissance. Et en fait, donc c'est pas moi seul en tant que responsable d'une structure de recherche, c'est aussi des collègues spécialisés dans l'analyse du vin, de tous ses composants et ainsi de suite. Et un autre point qui est important aussi à dire, c'est que pour nous, dans le domaine de l'œnologie, pouvoir faire des travaux dans le spatial, c'est un élément qui permet aussi de montrer l'importance de ce que l'on fait, nous, dans le domaine de la recherche. Alors, concrètement, l'évaluation sensorielle et l'analytique du vin. Ce que je vous propose, en fait, c'est d'essayer de vous montrer l'approche qu'on a pu mettre en œuvre.
qui nous permet d'essayer d'avoir une vision la plus objective possible de l'évaluation des vins. Alors, donc il y a eu 2 étapes, et ces étapes-là, en fait, vont se prolonger. Il y a eu une première étape d'évaluation sensorielle de ces vins, donc qui s'est déroulée le 1er mars, et on va répéter. Alors, pourquoi est-ce qu'on va répéter? Donc là, Je te rappelle ce qu'on a fait le 1er mars. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait le 1er mars? Alors, le 1er mars, donc, on a ouvert une bouteille de Pétrus spécial, une bouteille de Pétrus qui était restée sur Terre. Et donc, on a dégusté ces vins selon un protocole que je vais vous présenter. Mais compte tenu du fait que ce sont des vins qui ont une vingtaine d'années, on sait que d'une bouteille à l'autre, indépendamment du fait que les vins étaient exactement identiques au début, il y a des évolutions. Donc, on est en train de répéter aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on a 2 autres bouteilles spatiales et 2 autres bouteilles terrestres que l'on va encore soumettre avec grand plaisir à une évaluation sensorielle et que l'on va analyser dans le détail. C'est pour ça que très long, je ne vais pas vous donner des résultats définitifs sur ces résultats. Alors, concrètement, d'abord, comment est-ce qu'on a fait en sorte, dans la première étape, pour éviter d'avoir une réponse au hasard? Plutôt que de mettre devant les dégustateurs 2 verres, le verre de vin spatial, le verre de vin terrestre, on met 3 verres. Donc avec un des verres qui est une répétition, donc il y a 2 fois l'un des vins, et donc on demande en premier lieu au dégustateur de savoir quel est le vin qui est différent. L'intérêt de cette approche, ça évite d'avoir une réponse un peu moins hasardeuse. Quand on a 2 verres, on a une chance sur 2 de trouver le bon résultat. Quand on a 3 verres, on a une chance sur 3. Alors pourquoi on ne met pas encore plus de verres? Parce qu'après, les dégustateurs se lassent, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on reste en général ces tests qu'on appelle... Je ne crois pas que le verbe soit se lasse, mais... Ces tests triangulaires. Voilà. Alors c'est quelque chose que n'importe lequel d'entre nous peut faire chez soi à la maison. Il suffit d'avoir... pour se convaincre si véritablement une modalité d'évolution du vin a eu un impact ou pas sur le goût et l'arôme perçu. Donc ça, c'était une première étape qu'on a faite. Et ensuite, dans une deuxième étape, donc on a... j'essaie de passer la diapo suivante. Je ne sais pas, c'est par là. D'accord. Non, ça ne passe pas. Ok. Alors, tiens, excuse. Donc, deuxième étape, en fait, on a retiré un des verres et on a demandé aux gens de situer les vins. Alors, là aussi, la première des choses, ça peut être de dire j'aime, j'aime pas. Alors, c'est là que la dégustation, quand on cherche à ce qu'elle soit la plus objective possible, elle intègre des connaissances de la psychologie humaine. Voilà. Et plutôt que de poser la question seulement de dire est-ce que vous aimez ou pas le vin que vous avez devant les yeux, eh bien, on pose la question suivante. Imaginez que vous deviez expliquer à un ami ce qu'est un grand vin de Bordeaux. Pour lui expliquer, vous avez la possibilité de le faire déguster les 2 vins suivants. Donc, la question précise, considérez-vous que le vin que vous êtes en train de déguster est un bon ou un très bon, un excellent exemple de vin de Bordeaux. Et donc cette question-là, elle est posée à chacun aux dégustateurs pour chacun des 2 vins dégustés. Et donc on lui propose d'indiquer par un trait s'il se rapproche plutôt de 10 ou s'il se rapproche plutôt de 0. Et donc ça peut sembler tout à fait banal, mais la façon dont on formule cette question est beaucoup plus pertinente par rapport à la psychologie humaine pour éviter de répondre un petit peu sans concentration, que simplement de savoir si on aime ou pas. Et puis après, les gens décrivent. Est-ce que tu me permets, Philippe, parce qu'il y a une chose que tu m'as apprise qui est très importante et pour les amateurs de vin mais en fait on ne sait pas modéliser chimiquement le goût du vin, ça reste très mystérieux et comme le café, je crois que à un moment la Cité du vin avait aussi regardé, c'est que c'est un breuvage où la part de la découverte sensorielle est très essentielle. Je crois que c'est voilà. Alors c'est ça, là, il y a le plaisir sensoriel. Derrière le plaisir sensoriel, le vin, c'est une boisson d'une très très grande complexité. Donc ça, c'est notre travail du quotidien, d'essayer de comprendre l'origine des tonalités de fraise, de prune, de café torréfié dans le vin, c'est-à-dire de comprendre la nature des composants de l'arôme, des composants du goût, des composants de la couleur qui vont influencer tout ça. Et en fait, concrètement, donc, quand on est en train de faire une dégustation, on a des stimuli odorants que j'ai mis dans l'espace gazeux au-dessus du vin qui vont être sentis. On a des composants du goût qui vont être perçus sur notre langue. Donc tout ça, ça nous suscite au niveau de notre conscience des sensations que l'on va décrire par rapport à l'apprentissage que l'on a du vin. Chacun, je me rappelle cette semaine, j'avais une étudiante de Madagascar qui me trouvait que dans un vin de Sauvignon, elle trouvait des notes de papaye.
Bon, eh bien, la plupart des autres étudiants qui étaient là, ils parlaient du pamplemousse. Mais pour elle, la familiarité, c'est la papaye. Et elle avait tout à fait raison, parce qu'il y a une proximité dans les tonalités de la papaye avec celle du pamplemousse. Il y a les mêmes, c'est des composants qui sont similaires, vous voyez. Donc chacun, avec son expérience, va traduire la sensation, le plaisir qu'il a, et puis aussi les tonalités qu'il retrouve. C'est ce qu'on a demandé à nos dégustateurs. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière ce qu'il y a ça, il y a un système de récepteurs, de l'arôme d'abord. Hein. Quand vous êtes en train de sentir l'arôme d'un vin, en fait, il y a une somme très importante de composés qui sont volatiles, qui vont diffuser à peu près à ce niveau-là de notre cerveau, voyez. Donc au niveau de ce qu'on appelle l'épithélium olfactif. Et à ce moment-là, les composants, selon leurs caractéristiques propres, vont être détectés par notre cerveau. C'est ce que j'ai mentionné, olfactory bulb, au niveau du bulbe olfactif, et donner lieu, ça se fait en quelques centièmes de seconde, à une sensation. Et cette sensation-là, elle va être interprétée. Alors vous vous imaginez que quand vous êtes en train de déguster un vin, c'est pas simplement le stimuli pour l'odeur de fraise qui arrive là, c'est au moins une centaine de stimuli en même temps. Et quand on parle d'un vin de Pétrus, c'est pas 100 stimuli, c'est 200 ou 300 stimuli. Et en fait, ce que l'on comprend aujourd'hui, et c'est un objet de recherche très important, c'est la façon dont les composants en mélange vont contribuer à produire au niveau de notre cerveau la reconnaissance d'une tonalité, par exemple, de baie de cassis. Hein, en ce sens que la tonalité de baie de cassis qu'on retrouve en sentant notre verre de vin, c'est pas au départ un composant, c'est une somme de composants. Hein, voilà. Et c'est notre cerveau qui est l'élément qui va faire cette synthèse-là. Alors pourquoi c'est très intéressant pour nous d'évaluer un vin qui a séjourné dans l'espace par rapport à un vin qui est resté sur Terre? Parce que justement, s'il se déroule dans l'espace des phénomènes, dont on va parler brièvement, qui font évoluer le vin, ça pourra produire une sensation différente, une sensation d'arôme, par exemple, différente, qui pourra résulter d'une proportion différente des composés dans l'espace gazeux. C'est-à-dire qu'on aura toujours 200 composés, mais leur niveau d'abondance des uns par rapport aux autres sera différent. Alors c'est peut-être un petit peu technique, ça, mais c'est très important parce que ça permet, par cette approche-là, de comprendre quel est l'impact du séjour spatial sur le vin, sur sa perception sensorielle, mais aussi sur sa composition. Voyez. Et qu'ont dit les dégustateurs alors? Alors les dégustateurs, les deux vins qu'on a dégustés, il y avait une différence visuelle, c'est-à-dire que l'un des vins présentait une coloration avec des reflets tuilés un petit peu plus prononcés, et donc ça a été retrouvé en l'occurrence pour le vin spatial, ce qui peut être le signe d'une évolution un petit peu plus importante. Et après, dans les tonalités d'arôme, pour vous dire, on a dégusté un vin qui était tellement complexe que dans tous les cas, les descripteurs étaient très nombreux. On pouvait sans problème évoquer plusieurs dizaines de termes pour parler de l'arôme de ce vin, pour parler de sa composante gustative, de son harmonie, de sa suavité, de sa persistance, si vous voulez. Et il y a quelques différences qui ont été évoquées. Donc juste pour dire cette chose-là, par rapport à la question qui était celle, est-ce que pour vous, ce vin est un très bon exemple d'un grand vin, d'un excellent vin de Bordeaux, le vin spatial ou le vin terrestre? Eh bien, certains des dégustateurs, il y en avait 12, ont considéré que le vin spatial, il y avait à peu près la moitié, était l'excellence même, et puis pour d'autres, c'était le vin terrestre. C'était à l'aveugle, pour rappel. Bien sûr, oui, évidemment. Mais c'était différent. La base, fondamentalement, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Différent. Je voudrais juste, si Emmanuel, je peux me complète, si tu veux. Oui, j'ai eu la chance, comme Nicolas, de participer modestement à cette dégustation qui restera gravée à vie dans ma mémoire. Mais l'objectif, c'est pas de savoir si un vin est meilleur ou moins bon, parce qu'on est dans le cognitif et le subjectif. Et c'est pas, je veux dire, Philippe, tu peux assez expliquer. C'est clair. Hein. Et il s'agit de voir quelle différence on en trouve. Et moi, sachant déjà acté qu'il avait évolué différemment, était déjà une grande découverte. J'entends bien, mais moi je pense surtout que au-delà des nouvelles expérimentations et des analyses sensorielles qui vont être faites par l'ISVV, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 12 mois dans l'espace, un vin qui a plus de 20 ans d'âge, qui est un vin complexe, mais qui est
un peu comme une vieille dame, fragile, parce que ça reste quand même des vins qui sont tellement sophistiqués dans leurs composants aromatiques qu'on les secoue pas, qu'on les envoie pas dans l'espace, ils sont revenus de manière extraordinaire. Donc avant de dire qu'un vin est meilleur qu'un autre, ce qu'on a ramené de l'espace était un vin extraordinaire. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, tout le travail de Philippe au niveau analytique et refaire une analyse sensorielle, c'est maintenant d'identifier ces différenciations. Parce qu'elles sont tellement complexes que, comme le disait Philippe, le cerveau humain, au-delà d'être un expert, fait qu'il y a trop de paramètres en une seule fois qui permettent, sur des petits échantillons, on n'a pas ramené 200 litres de vin spatial, hein. Donc il faut utiliser avec prudence le justesse, pardon, c'était le mot choisi, le stock que l'on a. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que je vois que le temps passe, et je voudrais juste peut-être aller sur les sarments de vigne. Oui, on va y venir après, Emmanuel, ouais, c'est terminé. Ah bon? Non, mais comme... Bon, ok. Oui, alors, mais non, mais juste, je vais finir peut-être pour... je ne sais pas si ça intéresse notre public, de dire un petit peu comment est-ce qu'on arrive, parmi ces centaines de composants, à les connaître, à les mesurer. En fait, on va les séparer. Donc là, j'ai représenté ce qu'on appelle un chromatogramme. C'est une séparation des composants les uns à la suite des autres. Voilà. Donc là, on dispose aujourd'hui d'outils, d'appareillages dans nos laboratoires qui nous permettent de réaliser cette analyse séparée de chacun de ces composants. Et on peut même, c'est notre spécialité à Bordeaux, dans notre institut, en sortie de ces appareils, sentir chacune des odeurs en sortie de l'analyse. Et donc, l'intérêt de l'analyse de ces vins spatials ou terrestres, c'est justement d'analyser très finement les caractéristiques de chacun de ces composants volatiles et non volatiles. Et donc, concrètement, pour nous, il y a deux questions qui se posent. C'est-à-dire, dans quelle mesure, d'abord, les rayonnements cosmiques ont pu avoir un impact. Donc, Nicolas en a parlé. L'impact des rayonnements cosmiques, hein, avec la ceinture de Van Allen, je vais les représenter autour de la Terre, ils sont relativement limités. Hein. C'est uniquement quand la navette spatiale passe au-dessus des pôles, parce que là, potentiellement, il peut y avoir du rayonnement cosmique qui peut produire des réactions chimiques complexes. Encore faut-il que ça traverse l'ISS, le réceptacle où sont stockées nos bouteilles et les bouteilles. Mais nos bouteilles étaient stockées dans la partie la plus protégée, non loin des couchettes des C'était le dortoir voilà. Des astronautes. Et pour garder la température, enfin, on dira aussi. Et après, il y a la microgravité. Alors, en fait, quels sont les phénomènes, pour le dire très, très, très clairement, donc, que l'on peut observer dans le cadre de la conservation du vin en microgravité? C'est d'abord, c'est Claudie Héneret qui en parle pour dire qu'un liquide dans une bouteille, je n'étais pas là pour le voir, mais enfin, il se répartit de manière un petit peu différente. Donc là, déjà, il peut y avoir les composants du vin qui peuvent interagir peut-être un peu différemment. Mais plus encore, vous savez que ce qui fait qu'un vin va vieillir, c'est la diffusion d'oxygène au travers le bouchon, l'obturateur. Donc là, la question très précise, elle est celle de savoir dans quelle mesure la diffusion d'oxygène, même en très petite quantité, a pu influencer les mécanismes. Et là, on dispose, nous, c'est notre spécialité, d'analyse des composants illustratifs de cette évolution à cause de l'oxygène ou en absence de l'oxygène. Voyez. L'autre point, c'est ensuite la température qu'on aurait pu pencher, mais là, la température, elle a été contrôlée, elle est la même que celle qu'il y avait dans les caves, ou très proche. Ensuite, il y a évidemment l'envoi de la force G quand on envoie les fusées, donc ça a un certain impact. Ça, on aurait pu le mesurer par les caractéristiques des obturateurs. Donc là, on a fait des mesures quand on a ouvert les bouteilles, on a mesuré la force qu'il fallait pour extraire les bouchons, donc il n'y a pas de différence. Donc on analyse aujourd'hui, si vous voulez, le fait qu'on va faire sans aucune... un a priori, on va analyser plus d'une centaine de composants du vin, en lien avec ces caractéristiques de la microgravité. Et je peux vous assurer, parce que j'ai quand même pas mal analysé toutes les données publiées, il n'y a quasiment aucune étude, enfin il n'y a pas aucune étude qui va analyser autant de composants. Donc c'est-à-dire que finalement, au travers de cette étude sur le vin, c'est le substrat alimentaire le plus étudié, qu'on va étudier le plus finement par rapport à tout ce qui peut être étudié en lien avec des séjours sur la station internationale. Et alors, juste pour finir, avant de passer la parole à Emmanuel, c'est qu'on est rattaché à l'Institut national de recherche agronomique. La semaine dernière, on avait un échange avec Monsieur Schmitt, qui est la personne qui est en charge de tous les séjours lunaires, voilà, au niveau de l'Agence spatiale européenne. Et en fait, il nous a témoigné à quel point il y avait un besoin aujourd'hui de comprendre, donc ça c'est pour la vie dans l'espace, comment vont évoluer les aliments,
pour que les spationautes soient en mesure d'avoir une alimentation qui les garde dans un bon état psychologique d'abord, hein, qui lui apporte du plaisir. Et donc finalement ce travail-là, il est un petit peu précurseur d'une vraie question qui se pose de plus en plus avec tous les moyens qui sont mis au niveau international pour aller dans l'espace. Hein. Et juste, pardonnez-moi, Raphaël, juste une chose importante, parce que la question peut vous venir, et donc je préfère répondre avant que la question soit posée. Effectivement, lorsqu'une fusée décolle avec une capsule, on va se retrouver ça dépend des configurations, on va dire 6G maximum pendant 2 minutes, qui vont apparaître lors de l'envol, c'est lors de la séparation du 2e étage. Et en 2015, avec le professeur Denis Dubourdieu, nous avons fait partir dans des machines à rotation auprès d'Airbus. Alors, c'était pas du Pétrus, c'était du Cheval Blanc et du Ikem, je me souviens à l'époque. Et nous avons voulu voir s'il y avait une différenciation, une oxydation excessive et si les vins étaient différents. Et il s'est apparu qu'avec le professeur Denis Dubourdieu et l'un des plus grands winemakers de Bordeaux, que je ne citerai pas aujourd'hui parce que voilà, c'était confidentiel à titre privatif, il n'y avait pas de différence. Donc le vin en tant que tel n'a pas été abîmé par le voyage, ce qui est quand même important, parce que ça aussi, dans le résultat que l'on peut avoir, on pourrait se dire qu'une accélération à 4 ou 6G pourrait détériorer dès le départ le vin, en tout cas l'altérer ou le modifier, et donc toutes les études que nous ferions n'auraient aucun sens. Voilà, et au-delà du vin, puisque je suis obligé de vous presser un petit peu. Je vais faire la dernière, parler un peu des plantes. Sur les plantes, parce que les découvertes qui sont en cours. Alors, déjà, je vais quand même faire une toute petite liaison. D'abord, merci beaucoup, Philippe, de continuer ce travail qui n'en est qu'à ses débuts. L'idée, donc, mieux comprendre le vin et son évolution en général sur la Terre, c'est ce qu'on espère comprendre avec ces travaux. L'alimentation dans l'espace. N'oubliez surtout pas que le vin, c'est beaucoup plus que du vin. Il y a des choses fondamentales dedans. Je crois que Philippe l'a très bien dit en parlant des travaux de Pasteur. Donc on entend regarder tout un tas de choses qui pourront nous aider à éclairer l'alimentation, mais aussi, pourquoi pas, la pharmacie. On sait que les polyphénols ont une certaine utilité sur un certain nombre de médicaments contre les neurodégénérations, ou tout simplement après les levures qui sont si essentielles dans beaucoup de choses de nos vies. Donc ça reste un tarot d'études intéressant et on fera sûrement d'autres missions à la suite de celle-ci. Alors pour ce qu'on a envoyé par ailleurs, ces plantes, donc on a eu l'occasion donc de les récupérer fin janvier et on les a replantées, donc comme vous l'expliquez, dans les serres à côté de l'ISVV, pour moitié, l'autre moitié chez Mercier. On les a plantées, les plantes spatiales et les plantes terrestres. Et on est extrêmement heureux parce qu'on a vu des choses assez intéressantes. Je vais, parce que je parle sous le contrôle de Philippe, parler de manière très simple, mais à l'œil nu, nos plantes spatiales se sont développées plus vite, voire même on peut dire beaucoup plus vite que les plantes terrestres. Est-ce qu'on explique pourquoi? Non. Est-ce que les plantes elles-mêmes ont changé au niveau cellulaire? La réponse est oui. Là, je vais dire de manière très simplifiée, et bondissez sur moi, mais on a vu que, je cite Michael, hein, mais donc ne me saute pas dessus, mais qu'on avait des plantes terrestres qui étaient 80% de gros vaisseaux, 20% de petits vaisseaux. Les plantes spatiales, c'était plutôt l'inverse. Et qu'au niveau des comportements, on a vu aussi des choses intéressantes, puisqu'on a commencé à exposer ces plantes à des pathogènes, notamment le mildiou. Et là, on commence à travailler sur le phylloxéra. Et on voit aussi des choses assez intéressantes. Alors, on a juste exposé les feuilles, là, mais on peut dire qu'on a vu des différences de réaction et des réactions plus résilientes des plantes spatiales. Alors, quelle nature, quelle proportion, c'est que le début du travail, mais ça nous encourage à continuer à chercher. Et là, je te laisse commenter, Emmanuel. Non, je voulais juste compléter ce que dit Nicolas et rassurer Philippe. La vraie difficulté en tant qu'entrepreneur comme Nicolas et moi, c'est que on a des faits que Nicolas vient de décrire, mais comme le rappelle Philippe, il ne faut jamais laisser croire que sur des faits, on puisse en tirer une conclusion. Et que la conclusion de récurrence. Ouais, exactement. Donc, il est évident qu'il y a énormément, en tout cas intuitivement, moi personnellement, non scientifique, je suis très optimiste. Maintenant, pour que la science puisse continuer, ça sera au printemps prochain. Et je crois qu'il y a 4... l'automne prochain aussi. Bien sûr, l'automne prochain sur les premiers harvests. Puisqu'on va récolter nos premiers fruits. On va essayer de faire une microvinification, effectivement, une microvie. La chose qu'il y a, l'idée c'est qu'au printemps prochain, on va essayer de confirmer 4 choses que nous avons vues, mais qui scientifiquement ne permettent pas de démontrer que c'est une finalité. La première, Nicolas l'a dit, la croissance des plants de vigne. La deuxième,
la microscopie, c'est-à-dire la différence des vaisseaux qui sont à l'intérieur. La troisième, c'est la résistance au mildiou. Et la quatrième, la résistance au phylloxéra. Quand on dit aujourd'hui qu'on a vu des choses, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont démontrables, parce qu'on a ce qu'on appelle des candidats. Certaines unités sont allées plus vite, d'autres sont allées moins vite, et on va s'intéresser à ceux qui sont différents. C'est ceux-là qui nous intéressent. Parce qu'effectivement, vous savez, les plants de vigne, c'est comme les êtres humains. Ils ont beau être tous de la même espèce, variété, ils sont chacun différents. Certains ont mieux apprécié, moins bien apprécié le séjour dans l'espace. Il y en a certains qui ont dû râler, d'autres qui ont dit super, je m'éclate, c'est génial. Donc l'idée maintenant, et c'est pour ça qu'il faut... Mais je partage ton enthousiasme, Nicolas. Je veux juste ne pas mettre Philippe dans une rage folle en disant tu laisses croire que... Mais moi, en tant qu'Emmanuel Etchepart, tout seul, je suis plutôt très confiant et enthousiaste. Je sens la chose. Et c'est vrai que dans toute expérimentation, et je vais conclure là-dessus parce que je vois que le temps passe, si jamais ça avait été un échec, nous n'en parlerions pas aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même se rappeler que lorsqu'on a envoyé les 320 sarments de vigne, personne ne savait s'ils reviendraient vivants. Et c'était notre première question. Combien de survivants aurions-nous? Alors bien sûr, on a tout fait pour que ça survive, c'est-à-dire 80% d'hygrométrie, 3 degrés, dans le noir, avec les fameuses technologies que nous avons développées avec Catmos, avec l'ISVV. Mais je vous assure, je vous parlais de modélisation précédemment, c'est un très haut risque que l'on a pris avec Nicolas et nos investisseurs initiaux, de fait de dire, si on ramène des bouts de bois morts, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de ramener 99 voire 100% de nos sarments vivants. Moi, je vous donne rendez-vous avec Stéphanie Cluzet, qui n'est pas là ce soir, et avec Nicolas et Philippe en avril prochain, à peu près, pour là commencer à rentrer dans le vif du sujet avec des affirmations qui sont plus à la hauteur de ce que l'ISVV peut nous accorder de pouvoir dire. Non, mais juste, bon, c'est l'enthousiasme de Nicolas, c'est important. Hein, voilà. Et en tant que chercheur, on a toujours vocation à être prudent. Voilà, c'est on a vocation à être des gens intègres. Mais moi, d'abord, c'est une très très bonne initiative, là, cette idée d'avoir envoyé des sarments. Les enjeux pour la vigne et le vin, et la vigne en particulier, sont très importants. Je pense qu'on a tous ça à l'esprit, les problématiques des maladies, toujours le phylloxéra, hein, qui est toujours quand même nécessite le greffage, c'est toujours quand même un problème. Et moi, ce que je trouve être pertinent, c'est le fait qu'on a un terreau pour faire une recherche fondamentale, rigoureuse. Donc là, en l'occurrence, Stéphanie Cluzet, ma collègue qui pilote cette partie-là, avec Alexandra Brüchdeck, qui est postdoctorante, très investie dans ce projet. C'est important de le dire. Et donc l'idée, et ça c'est un point aussi important, parce que parfois c'est difficile, la recherche, c'est de publier aussi les résultats, hein, éventuellement avec des pots de brevet. Mais enfin voilà, donc ça c'est vraiment, on a un cadre satisfaisant qui fait que, moi je peux le dire très clairement, ce projet se déroule avec l'aval de mon université et il y a cet enthousiasme autour de partage d'un projet scientifique avec des industriels dynamiques. Et on n'en doutait pas, puisque c'est ce qui fait la beauté de ce projet, l'enthousiasme et la rigueur scientifique qui va avec. Je suis obligé de vous arrêter, messieurs, pour donner un peu la parole à la salle. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Oui. Ça marche aussi comme ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'en vois une ici, monsieur, et puis un autre monsieur là-bas. On commence par vous en bas. En haut. Monsieur. Merci beaucoup, messieurs. Juste une question, parce que c'est un peu mystérieux pour moi. Vous avez donc envoyé 6 bouteilles de Pétrus. 12. Ah, bon. Parce que c'est ce que je n'avais pas compris. Vous aviez parlé de 6 d'abord, et après vous... Pardon, alors peut-être, j'ai peut-être trébuché, mais c'est bien 12. Ah, 12. Parce qu'après, vous les vendez, les 6, et après, vous les ouvrez. Alors, je ne comprenais pas pourquoi. Non, on en a envoyé 12. On les ouvre d'abord, et on en garde un tout petit nombre pour financer la recherche qu'on fait sur celles qu'on ouvre et sur les plants de vigne, et puis surtout ce qu'on va faire derrière, puisqu'on va sans doute renvoyer d'autres plantes en fin d'année prochaine. On a, comme on le disait, le souhait de regarder en particulier la fermentation, qui est tellement essentiel dans la vinification, mais qui est aussi essentiel pour notre alimentation et puis pour la pharmacie. Donc voilà. Ça veut dire que vous allez tester des fermentations dans l'espace. Alors c'est très compliqué. Alors, ça doit être compliqué, ça. Tous les problèmes qu'évoquait Emmanuel, que nous avons, c'est qu'il y a une promiscuité totale entre les astronautes
et ce qui se passe dans l'habitacle. Une station orbitale, c'est un endroit très fragile qui tourne à près de 30 000 km/h autour de la Terre. Ça veut dire que toutes les 90 minutes, il fait le tour de la Terre. Il y a des débris qui percutent régulièrement. C'est un environnement très hostile. Et puis, c'est un environnement fermé. Donc, c'est comme un sous-marin. En gros, si vous pétez les plombs, vous ne sortez pas dehors faire un tour pour vous détendre. Ça veut dire qu'il y a une fragilité psychologique et matérielle très forte. Donc, il y a des commissions de sécurité très nombreuses avec des gens très compétents dont, finalement, le moment de gloire, c'est quand ils disent non. Et finalement, on leur demande de dire non la plupart du temps. Donc c'est tout ce qu'on a traversé. Et la fermentation, c'est compliqué parce que c'est un phénomène qui peut générer des risques dans l'atmosphère, dans tout un domaine. Donc voilà. Du gaz carbonique, c'est ça peut-être pour le dire. Bon, du gaz carbonique, comment l'évacuer? Évidemment, le gaz carbonique, on en libère, mais il n'en faut pas trop pour les spationautes. Ça, c'est le premier des problèmes. Et puis après, il y a un autre problème, c'est stabiliser les vins si on veut les stabiliser. Donc on va être amené à rajouter des sulfites. Et les sulfites, c'est un produit chimique, c'est problématique aussi. J'imagine que tout est problématique dès qu'on bouge quoi que ce soit dans l'équilibre fragile de la station. Monsieur là-bas qui avait... vous aviez... Oui. après, il y aura monsieur qui est là-bas, avec les lunettes. Bonjour, et merci du coup pour cette intervention assez passionnante. Moi, j'avais deux questions. La première, elle a été un peu répondue vers la fin de l'intervention. Je voulais savoir si les morceaux de sarment étaient greffés. Et je me suis dit que vu que vous l'avez mis, vous l'avez exposé au phylloxéra, du coup, je me suis dit que c'était pas greffé, c'était des pieds francs. Emmanuel, tu réponds? Oui, non, ils ne sont pas greffés, ce sont des sarments de vigne. On les a replantés comme on replante un sarment de vigne. Donc, indépendamment du phylloxéra, demain, si en fonction, et encore une fois, il faut rester prudent, en fonction des caractéristiques de cette variété, moi, je pense que nous avons une nouvelle variété, et ça, c'est moi, Manu, qui le pense. Donc ça va être à l'ISVV de démontrer que c'est une nouvelle variété, ne serait-ce que dans l'analyse épigénétique, dans la constatation et la confirmation de résistance naturelle plus importante au mildiou, et par rapport au phylloxéra. Mais non, c'est des plants qu'on a vraiment replantés. Ce sont des plants qu'on a ramenés, qu'on a replantés et qui poussent. Donc il n'y a pas de greffon pour l'instant. Alors si demain, puisque si on parle de greffon, on peut parler d'hybridation, etc. Mais on n'est pas encore du tout dans cette vision des choses-là. Avant de savoir comment on va pouvoir faire bénéficier le secteur viticole bordelais, parce qu'on est particulièrement sur deux cépages qui sont très importants pour Bordeaux, mais qui existent aussi pour d'autres environnements viticoles dans le monde, il faut encore qu'on en ait les caractéristiques, qu'on ait pu confirmer ce qu'ils sont. Donc, sauf si j'ai dit une bêtise. Philippe. Non, c'est exactement ça. Les sarments ont été mis en terre, le développement racinaire s'est fait, chaque plante est suivie, et après, il y a des analyses très précises qui sont faites au niveau des métabolites de la plante, mais aussi au niveau génétique, et comme l'a dit Emmanuel, aussi au niveau épigénétique. Ça, c'est une spécialité de l'ISDV par les compétences d'un de nos collègues. Et ça, j'y crois beaucoup. Vous aviez une deuxième question. Merci, oui. Du coup, donc, de cette expérience, on peut conclure déjà, j'ai bien entendu monsieur Etchepart, c'est pas très... on ne peut pas dire de suite que envoyer des plantes dans l'espace pourrait éventuellement créer des plantes plus résistantes aux maladies. Mais du coup, donc, le vin déjà fini, on pourrait dire qu'un vin du coup, qui a évolué, qui a été vieilli dans l'espace, pourrait éventuellement être plus complexe, plus expressif en termes d'analyse sensorielle. Alors, c'est un vin, naturellement, le Pétrus 2000, qui a une complexité inouïe. Mais ses caractéristiques sont différentes. Après, là où j'ai été prudent, si vous voulez, c'est que une bouteille qui a 20 ans, même si c'est le même vin au départ, elle va évoluer différemment. En particulier, l'un des éléments qui va faire qu'elle va évoluer différemment, c'est l'obturateur, le bouchon, parce que ce sont des bouchons en liège naturel. Chaque bouchon en liège naturel est différent. Donc il y aura eu des transferts d'oxygène, même en nano-quantité, en pico-quantité, si vous voulez, qui auront été différents. Donc c'est pour cette raison que notre expérience, c'est que quand on évalue sensoriellement par la dégustation et analytiquement des vins qui ont 20 ans, on fait des répliques. Donc là, en 1er mars, on a dégusté et on a ensuite analysé un doublon, donc le vin de l'espace, vin spatial, et on va le refaire pour 2 autres vins terrestres et 2 autres vins spatiaux. Donc comme ça, on va avoir un résultat sur 3 analyses, et donc on pense que c'est suffisamment rigoureux pour pouvoir publier ensuite ces résultats dans une revue scientifique internationale. Et on est très attaché à cette publication. On a déjà fait 2 publications scientifiques qui touchent plus la partie des plantes, où on a théorisé ce qu'on appelait la self-guided evolution.
donc une évolution naturelle face au stress climatique. Ce que j'évoquais tout à l'heure, pour revenir à nos espoirs sur ces plantes, c'est d'avoir des plantes qui, parce qu'elles ont fait face à cette absence de gravité, à ce stress de l'absence de gravité, ont gagné une résilience naturelle plus forte pour faire face à des stress moindres que sont ceux du changement climatique et des maladies et des pathogènes qu'on ne sait pas traiter. Donc voilà, on espère avoir effectivement des plants de vigne qui seront plus résistants face au mildiou, au phylloxéra, plus capables de s'adapter à des températures et à la sécheresse. Mais effectivement, comme l'a dit Emmanuel, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais on est, comme Emmanuel, je ne l'ai pas dit, je partage clairement son optimisme entrepreneurial. Mais on va laisser la chercher, on va surtout laisser la nature faire, hein, donc on va faire des cycles, on va replanter, on va voir au printemps, on va voir à l'automne ce que seront les fruits qu'on espère, et on verra en 2023 où on en est. Et on fera d'autres lancements, puisqu'on a prévu 3 autres lancements pour continuer ces travaux de recherche. Et juste pour compléter, pardonnez-moi, je sais que le temps me presse, mais dans le programme WISE, effectivement, vous soulignez, Philippe, que nous étions sur des vins qui ont 20 ans d'âge. Il se trouve qu'il y a une autre expérimentation sur le vieillissement du vin, particulièrement des blancs, sur des vins beaucoup plus jeunes, et notamment pour voir effectivement comment la microgravité peut influer sur la fermentation et le sucre qui se transforme en alcool dans l'espace, puisque un des grands mystères que Denis Dubourdieu me rappelait, c'était de dire comment un vin qui n'a plus de sucre résiduel, malgré tout, qui devrait être stable et ne pas évoluer dans un milieu neutre à 13 degrés, dans une cave à vin normale à 80% d'hygrométrie, continue à vieillir. Qu'est-ce qui le rend plus arrondi, etc. Il reste encore des mystères. Je ne prétends pas que l'espace et la microgravité permettra de résoudre cela, mais comme le soulignait tout à l'heure, le travail de l'ISVV, c'est de voir comment tous ces marqueurs évoluent et comment effectivement il existe des interactions entre tous ces éléments vivants dans une bouteille de vin qui puissent te permettre de mieux comprendre ce qu'est le vin, parce que ça reste un mystère. Complètement. Par rapport à la remarque de Nicolas sur l'élaboration d'un vin synthétique, mais un vin tel que Pétrus, on est dans une complexité tellement inouïe de composants, et c'est important aussi d'avoir à l'esprit de composants présents à l'état de trace. C'est-à-dire on a l'habitude dans notre vie quotidienne de raisonner sur le gramme, parfois sur le milligramme. Là, parfois il y a des composants qui vont avoir un impact sur l'arôme et sur le goût, qui sont dans les concentrations du microgramme dans une bouteille d'1 litre, voire du nanogramme 1000 fois plus faible. Donc, vous voyez, dans le milliardième de gramme, certains composants peuvent avoir une influence. Et ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'on dispose d'une instrumentation qui nous permet de mesurer ces composants-là. Et en fait, pour même élargir le sujet de manière un petit peu plus générale, dans le souci de l'ISVV, c'est notre rôle de contribuer à valoriser la qualité des vins, mieux comprendre comment se construit une image olfactive, une image du goût du vin, c'est un élément majeur. Et donc ces travaux-là, c'est pour ça aussi qu'on a adhéré à ce projet, nous permet de mieux comprendre comment se construit la caractéristique d'un grand vin. Et donc, c'est utile à la connaissance de manière générale. Voyez. Merci, Vie. Est-ce qu'on a pu transférer le micro à monsieur là-bas, tout là-bas, à droite? Bonjour. Alors d'abord une question ou une remarque, d'abord dire que j'étais prêt à faire avancer la science et à faire le sacrifice de mon palais pour les prochaines dégustations parce qu'on n'a pas compris comment étaient choisis les dégustateurs. Donc déjà une première question ou remarque, mais voilà, je fais acte de candidature pour faire avancer la science. Et la deuxième remarque, il a été beaucoup question pendant toute votre intervention à la fois de recherche et d'entrepreneuriat. Vous avez beaucoup souligné le fait que vous étiez entrepreneur. Moi, j'ai pas compris ce que vous allez vendre demain. Quel est le modèle économique? Donc aujourd'hui, je peux répondre très simplement. Aujourd'hui, l'espoir que nous avons, c'est de trouver une nouvelle variété de plantes qui soit plus résistante naturellement, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'est l'idée de manipuler la génétique de la plante. Donc nous, on est à l'opposé de l'OGM, c'est-à-dire qu'on a pris des plants, on les a exposés à un environnement extraordinaire, on espère en tirer des variétés naturellement plus résistantes à ces pathogènes. Notre objectif avec le groupe Mercier, donc ce pépiniériste qui vend tous les ans des plants de vigne à tous les châteaux du monde, c'est de vendre cette nouvelle variété qui nous paierait de royauté, qui nous permettrait de continuer notre recherche. Donc c'est le modèle d'une biotech, ou en l'occurrence d'une agritech. Et parce que entre le moment où on a démarré et le moment où on sera en capacité, peut-être, d'avoir ces nouveaux plants de vigne, on a eu cette idée de faire cette cuvée céleste sur les traces de la cuvée Retour des Indes, et c'est le fruit de la vente de ces bouteilles qui nous permet de financer l'ensemble.
Une partie. Une partie. Tu as tout à fait raison, parce que... Non, c'est tout à fait important, parce que c'est des sommes qui sont titanesques. Hein. Un Dragon qui va sur la station orbitale. Dragon, c'est la capsule de SpaceX. La NASA le paye 250 millions de dollars. Donc, nous, on a envoyé 3 fusées. On a envoyé 3 cargos dans des fusées. Donc, vous allez assez vite voir, si vous preniez ces prix-là, que c'est totalement hors de portée pour un projet entrepreneurial. Donc, c'est clairement d'abord parce qu'on a eu un projet, je pense, rigoureux et scientifique, et je remercie Philippe de l'avoir souligné, qu'on a pu avoir le soutien de la NASA, notamment beaucoup de la NASA, parce que c'est elle qui dépense beaucoup de sous sur la station orbitale, qui nous a donné le temps d'astronautes. Par exemple, les bouteilles, tous les 15 jours pendant 10 mois, nos bouteilles étaient sorties des containers à la température qu'ils étaient. Pour les maintenir à une température de 17-18 degrés, on les sortait des containers qui se réchauffaient pour les remettre dans des containers réfrigérés qui la ramenaient à une température qui restait dans le spectre. Donc ce temps d'astronaute-là, il a été payé par la NASA, par exemple. Donc c'est d'abord des apports en industrie, et après le travail de nos équipes, de l'ISVV, etc., c'est effectivement le fruit de ces ventes de bouteilles. Vous avez tout de modèle économique. J'ai répondu à votre question? Non, pas la première. Le panel, voilà. Le panel. Ah, le premier, oui, ça j'explique. La première qui est quand même beaucoup plus intéressante pour moi à court terme, effectivement. J'ai peur que vous soyez touché rapidement, que j'ai un peu peur, hein, spontanément. Pour la première, c'est lui le patron. Ah, non, mais on a essayé de trouver un équilibre entre, il faut être honnête, des professionnels et des gens qui aussi avaient été des amateurs éclairés, qui nous avaient aussi aidés dans notre projet, dont on a eu la chance d'avoir le directeur général du CNES qui nous a fait l'honneur de cette dégustation. Maintenant, on va clairement, encore une fois, c'est toujours un équilibre très important pour nous de garder cette flamme entrepreneuriale et cette envie d'aboutir avec la grande rigueur que Philippe, que le professeur Michael Lebert, notre directeur scientifique, nous donne, et on en est très honorés. De la place de Bordeaux à Cap Canaveral, à Houston. De Houston jusqu'à l'ISS, ça vous a été facturé ou oui, ça c'est nous qui avons payé. Ouais. Ça fait partie des coûts qu'on a payés. Voilà. Et qui s'élève à combien, si c'est pas indiscret, sauf si ça l'est? Non, mais c'est une mission qui si elle était... alors le fait est qu'il n'y a même pas de prix, parce que dans l'absolu, il n'y a pas... Enfin, encore une fois, on est les premiers... Space Cargo Limited, c'est le premier armateur spatial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre entreprise, je crois, qui a fait autant de lancements ces 3 dernières années, privés que nous, pour des programmes de cette nature. Et on a appris à travailler avec tout un tas de gens pour le faire. S'il y avait un prix commercial, ça serait des dizaines de millions d'euros. Voilà, on l'a ramené à des montants plus raisonnables, mais qui sont quand même très élevés. Et encore une fois, grâce à cette vente de vin de la cuvée Céleste, on peut financer tout ça. Non, mais juste parce que la question était précise. Donc le panel est un panel un petit peu hybride entre experts, en particulier de ce grand vin, et puis de personnes impliquées dans le projet, comme l'a souligné Nicolas, amateur. Là, les 2 autres dégustations, c'est un panel interne de gens vraiment familiarisés avec l'évaluation sensorielle des vins rouges. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, on me signale une question. Oui, monsieur. Juste là, j'ai une petite question. Vous parliez d'autres missions, et sur ces autres missions, vous envisagerez d'envoyer d'autres cépages, ou on resterait sur les 2 mêmes Alors, sur cette mission-là, on a prévu au moins 2 autres, probablement 3. Très clairement, on va attendre de voir ce qu'on découvre avant de partir. Donc, à ce stade, on veut d'abord avoir plus de perspectives. On pense qu'on fera un autre lancement en fin d'année prochaine, si ce n'est l'année d'après. Et de fait, on voudra élargir à d'autres cépages. Je me permets de compléter rapidement. Comme le disait Nicolas, et je le disais précédemment, comme il n'y a pas de modélisation, lancer d'autres cépages n'a un intérêt qu'à partir du moment où on arrive soit à convertir et comprendre que nous avons une nouvelle variété avec le Cabernet Sauvignon ou le Merlot, voire que nous n'en avons pas, et de là d'essayer de comprendre pourquoi nous n'en avons pas eu. Donc pour l'instant, notre prochaine priorité, Nicolas lui disait tout à l'heure, c'est de pouvoir se pencher sur la fermentation, qu'elle soit malo ou alcoolique. Et avant même d'aller dans l'espace, c'est à peu près 15 mois de travail avec l'Agence spatiale européenne et CNES et CATMOS pour envisager ce que l'on peut faire idéalement dans la station orbitale internationale avec les autorisations. Donc à la fois garder l'intérêt scientifique, parce qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir, et en même temps de pouvoir passer ce qu'on appelle le safety issue, safety process, la sécurité. Et là, c'est très sincèrement 15 mois de boulot minimum. Et il va falloir se gratter la tête parce qu'on a déjà abordé le sujet. Ce n'est pas que le CO2, je vous promets. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et
c'est quelque chose qui, depuis le début, quand j'en ai parlé avec Philippe et Nicolas, nous serions les premiers sur cette planète à mettre en place une fermentation en microgravité. Ça n'a jamais été fait parce que c'est complexe, pour toutes les raisons que tu as citées tout à l'heure, quand tu les as, comment tu contrôles, comment tu les arrêtes, etc. Mais ça, c'est ce qu'on aime avec Nicolas, c'est ce genre de challenge aussi. C'est-à-dire qu'il y ait quelque part un résultat scientifique qui puisse être probant, mais beaucoup plus que ça soit très complexe de le mettre en place. Je dirais que ça, oui, je suis très très motivé. Donc pour répondre à la question, je pense que la fermentation est réellement notre prochain challenge. J'ai 2 collègues microbiologistes qui sont très impliqués dans ce projet-là, un spécialiste des levures, Philippe Marilot, et un collègue bactériologiste, Patrick Lucas. Et pour eux, c'est aussi l'opportunité, bon, bien sûr, de comprendre quel est le rôle de la fermentation dans ces conditions sur les caractéristiques du vin, mais c'est aussi de comprendre dans quelle mesure la microgravité va produire une évolution des levures, hein, comme l'évoquait Nicolas au début, ces conditions un peu de contrainte, voilà. Peut-être les levures vont être différentes. Et ça, c'est des sujets aussi qu'on sait analyser très finement. Et qui ont des applications considérables, parce que, encore une fois, notre ambition, c'est d'arriver à trouver des retours utiles pour les humains et la planète, et d'être très, très concrètement dans cette dynamique. Et je crois qu'on peut se féliciter d'avoir la chance d'avoir l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui est sans doute un des plus grands, si ce n'est le plus grand laboratoire d'œnologie au monde. Donc grâce à Denis Bourdieu, grâce à Philippe Darrier, grâce à toutes les équipes que Philippe a citées, avec lesquelles on a l'honneur de travailler. Et pour ce qui nous concerne, de savoir ouvrir des nouvelles portes dans les pas des grands découvreurs qui ont été autant d'ailleurs Louis Pasteur que Jules Verne. Je mets ceux qui font rêver autant que ceux qui ont vraiment trouvé des choses. Ça permet de se dire qu'on peut aussi penser des choses différentes et que il ne faut pas forcément être en Chine, aux États-Unis pour penser l'avenir. On peut aussi le faire depuis Bordeaux. Quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non, il n'y en a pas en ligne non plus. Je me permets de vous remercier tous les 3 pour votre intervention, de remercier le public et tout le staff de la Cité du Vin. Et on passe à... Voilà. Merci à tous. Donc, on est ravis de vous avoir accueillis à la Cité du Vin, donc grâce au soutien de Bordeaux Métropole. Merci. Et du coup, maintenant, je vous propose de monter au premier étage pour déguster un verre de vin en biodynamie. Et puis, je vous parle rapidement de l'événement qu'on va accueillir le 19 octobre pour présenter 4 startups, donc toutes innovantes. Donc, il y a Illicit Plant, Maï Balthazar, Vititunnel et Winespace, pardon, qui sont tous présents pour vous présenter leur entreprise. Donc, voilà, c'est le 19 octobre, c'est un mardi soir à 19h. Merci. Pour l'assemblage, quand même.